Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de me recevoir pour cette Merci à vous. journée. Je tenais à remercier la Fondation des maladies rares, filière TTQ, de m'avoir proposé de partager mes recherches dans ce domaine avec vous aujourd'hui, en particulier Marie-Cécile Manière et Agnès Bloch-Dupont, avec lesquelles je collabore au sein du CRMR aux rares à Strasbourg. Alors moi, je vais vous parler un petit peu plus d'imagerie, d'informatique que de biologie et d'ingénierie tissulaire, mais il me semble que c'est fondamental dans la prise en charge de nos patients au quotidien, dans la communication avec eux, puisque l'adhésion au traitement du patient est fondamentale. Il faut qu'il puisse se projeter, il faut qu'il puisse comprendre l'intérêt de traitement qui, après bien sûr un diagnostic qui est poussé, fait appel aux différentes techniques de génétique, mais va ensuite être multidisciplinaire, mettre en œuvre effectivement différents praticiens pour une amélioration de sa qualité de vie et cette projection vers cet aboutissement du traitement, eh bien la simulation y trouve là tout son intérêt et elle passe par les techniques que je me propose de vous présenter à présent. Donc je vais juste basculer mon écran. Est-ce que vous voyez la présentation? Alors, pas encore. Pas encore, mais on va y travailler. C'est imminent, je pense. Pas de souci. Merci encore d'être en direct. Je crois que c'est bon. Oui, on vous voit et on vous entend. Enfin, on la voit et on vous entend. Parfait. Merci. Donc la simulation dans le traitement chirurgical des dysmorphoses maxillomandibulaires, eh bien, quels sont ses enjeux et ses perspectives? Alors vous avez dit, j'ai dit dysmorphose, bien entendu, je sais que le public est vaste aujourd'hui, il est fait de spécialistes, mais aussi d'associations de patients. Les dysmorphoses maxillomandibulaires, qu'on qualifie aussi de dysharmonie dentosquelettique, eh bien, sont des conditions qui vont affecter un déséquilibre de l'harmonie faciale et se manifestent par souvent des perturbations de l'occlusion dentaire, dont les principales sont illustrées sur cet écran. Vous voyez trois conditions typiques, un rétrognatisme à gauche avec une mâchoire inférieure en arrière, une mâchoire inférieure en avant au milieu, une classe 3 dentosquelettique et une asymétrie faciale à droite. Si on ne fait rien, eh bien ces patients qui ne sont pas des malades graves, ce sont des dysmorphoses qui sont fréquentes dans la population générale, eh bien si on ne fait rien, leur organe dentaire va s'altérer, ça va se manifester par des usures de couronne, par des pertes prématurées des dents, par des troubles de l'articulation temporomandibulaire, avec de l'arthrose précoce, des douleurs qui vont survenir bien plus tôt que chez un sujet qui a des rapports dentosquelettiques harmonieux. Donc il y a un intérêt fondamental du traitement qui est assuré par un traitement mixte qui associe bien sûr l'odontologie, l'orthodontie et la chirurgie orthognathique. Ce traitement mixte, au départ, il y a quelques années, ne s'attachait qu'à restaurer une occlusion fonctionnelle pour prévenir effectivement une détérioration et une altération des troubles que j'ai évoqués, en ajoutant en plus un bénéfice de ce traitement sur la qualité ventilatoire de ces patients. Et on sait aujourd'hui que le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est une préoccupation de santé publique qui eh bien, stimule l'intérêt de nombreux praticiens, qu'ils soient cardiologues, ORL, pneumologues, pour effectivement une amélioration de la qualité de vie des patients qui sont bien souvent appareillés avec des appareils aidant à leur ventilation nocturne. L'occlusion était initialement la préoccupation principale, mais la prise en charge multidisciplinaire de ces patients entraîne des modifications de leur visage qui sont dans le sens d'une harmonisation. Et on comprend dès lors que lorsque les patients se lancent dans un tel traitement, leur première question est de savoir, docteur, à quoi vais-je ressembler après cette intervention? Pourquoi fait tout ça?
Eh bien, ce qu'on peut dire, ça va peut-être vous surprendre, mais la chirurgie des mâchoires en France touche 6000 patients, c'est-à-dire qu'on remplirait le Zénith de Paris avec tous les patients opérés par France en une année, ce qui est effectivement un chiffre pertinent à avoir en tête, sachant que si on étudie la prévalence dans le monde, eh bien, on se rend compte, d'après des chiffres d'il y a quelques années de l'association de santé publique américaine, 17 millions de patients présentent une pathologie, une dysharmonie congénitale crânio-maxillofaciale qui relèverait d'un traitement associant l'odontologie, l'orthodontie et la chirurgie orthognathique. C'est-à-dire que la volumétrie de patients opérés dans le monde, donc parmi ces 17 millions, on pourrait en opérer 300 000 par an, ce qui remplirait 3 fois le stade Maracanã. On voit ici sur la diapo suivante la ventilation du nombre d'interventions chirurgicales dans le monde, comme vous le voyez, qui sont très fréquentes, notamment en Asie, puis en Amérique du Nord et en Europe. Quels sont les principes de cette chirurgie? J'ai pris cette vidéo qui est assez éloquente, qui montre le décalage de la mâchoire du bas par rapport à la mâchoire du haut, et vous voyez cette occlusion dentaire inversée avec les dents du bas qui sont en avant des dents du haut. Eh bien, le traitement qui va d'abord nécessiter une remise en état de la cavité buccale, puis ensuite l'orthodontie pour restaurer les axes dentaires optimum et leur position, va faire appel à la chirurgie qui va couper les maxillaires pour les réaligner et ainsi restaurer l'occlusion. La fixation des segments osseux coupés se fait par le biais de plaques et de vis en titane qui maintiennent l'os jusqu'à consolidation. On voit ainsi la restauration occlusale et l'harmonisation faciale sur cette image avant-après. Alors bien entendu, l'idéal serait de pouvoir bénéficier d'une telle vidéo pour chaque patient qui serait candidat à une telle prise en charge. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais de nombreuses innovations sont intervenues dans le champ de la chirurgie maxillofaciale et de la chirurgie orthognathique ces dernières années. Elles sont présentées ici. Il y a d'abord de nouveaux instruments de découpe qui permettent une sécurité du geste optimale par rapport aux instruments traditionnellement utilisés. L'avènement de l'imagerie et de l'impression tridimensionnelle dont je vais vous parler aujourd'hui et bien sûr l'ingénierie tissulaire qui représente un élément fondamental dans la recherche contemporaine et à venir. Alors pour balayer un certain nombre de ces sujets, les instruments, eh bien ces instruments, ce ne sont pas ces instruments rotatifs ou alternatifs qui étaient utilisés traditionnellement. Ce sont des instruments à ultrasons qui permettent une découpe optimale et rapide des segments osseux et encore une fois diminuent considérablement les suites opératoires du patient avec moins de gonflement après l'intervention et encore une fois une sécurité vis-à-vis des tissus mous. Sur le plan de l'imagerie, j'aimerais simplement rappeler ici et montrer la photo de Wilhelm Röntgen, qui est donc l'auteur de la première radiographie qui a été réalisée le 6 novembre 1985, ce physicien allemand qui avait été nommé maître de conférence à l'université de Strasbourg en 1974, comme vous le savez, a eu le prix Nobel de physique en 1901. Et on mesure le chemin parcouru entre cette première radiographie d'une main, que vous voyez ici en haut à gauche, et les techniques aujourd'hui de simulation informatique les plus avancées. Alors avant de rentrer un petit peu plus dans le dur de l'aspect scientifique de l'informatique et de l'imagerie pour aborder la simulation, les enjeux du traitement des dysmorphoses maxillomandibulaires sont rappelés ici, c'est d'avoir la planification, c'est-à-dire comment eh bien, déterminer le geste qu'il conviendra de réaliser chez un patient pour en améliorer la fonction, les fonctions manducatrices, ventilatoires, d'élocution et de déglutition, mais également la morphologie faciale. Ça, c'est la planification. Quel geste faut-il faire? La simulation, eh bien, c'est docteur, à quoi vais-je ressembler? Pouvoir montrer une image du patient post-opératoire simulé. Le transfert, eh bien, c'est comment reproduire au bloc opératoire ce qu'on a planifié préalablement. Alors la planification, elle est faite historiquement avec des fichiers radiographiques en 2 dimensions qui ont une mauvaise résolution et puis des modèles dentaires qu'on va manipuler pour pouvoir simuler l'occlusion. On planifie également l'occlusion dentaire par des gouttières qui sont faites au laboratoire de prothèses par un prothésiste dentaire et qui vont assister le chirurgien lors des découpes itératives lors d'une seule intervention
mais du maxillaire d'abord, de la mandibule ensuite, et ces gouttières sont faites par une chirurgie sur des modèles en plâtre. Alors, cette technique est en voie d'extinction, on va dire, puisque pour positionner le maxillaire, bien on peut faire appel à des techniques actuellement informatisées qu'on va développer un petit peu après. Le problème de toutes ces techniques qui font appel à des gouttières, eh bien, sont l'importance des ressources humaines nécessaires, le temps nécessaire à leur réalisation, la précision par rapport au reste du crâne du patient lorsqu'on se monte sur l'occlusion, le coût et le délai de fabrication pour des dispositifs qui, en tout état de cause, ne sont pas adaptatifs, c'est-à-dire que s'ils sont mal conçus, eh bien, ils sont inutilisables au bloc opératoire. Les enjeux de la simulation, eh bien, c'est d'avoir un résultat qui soit hyper réaliste. Docteur, à quoi vais-je ressembler après cette opération? Alors, bien entendu, il existe aujourd'hui de façon open source, disponible sur Internet. Là, je me suis pris en photo selon l'exemple. On prend des simples photos avec son smartphone. On peut même se filmer en 3 dimensions. Et puis après, il existe des logiciels, des plateformes Internet sur lesquelles vous téléchargez vos photos qui reconstruisent l'image en 3D, un modèle, si vous voulez, de surface qui permet ensuite de le manipuler, de le faire bouger, de voyager sur différents continents et, somme toute, d'éventuellement simuler un résultat. Mais cette simulation n'est fondée sur aucune propriété physique réaliste ou mécanique des tissus. On peut, vous voyez, faire à peu près tout ce qu'on veut, puis c'est simplement une image qu'on va déformer, c'est du morphing. En réalité, le comportement des tissus mous est bien plus complexe puisque le visage, l'extrémité céphalique, est constitué d'un squelette sur lequel est plaqué un masque fait d'un réseau de muscles et de systèmes musculo-aponeurotiques superficiels avec une enveloppe cutanée qui vient recouvrir l'ensemble et qui donne l'expressivité si singulière du visage de chacun. Alors bien entendu, un certain nombre de logiciels sont aujourd'hui déjà disponibles, dont j'ai listé quelques-uns, mais on se pose la question sur les bases physiques réelles de la simulation que ces logiciels proposent. S'agit-il de morphing photographique? En tout état de cause, on se rend compte, en les étudiant un petit peu, que la précision, si elle donne un rendu qui est intéressant à première vue, vous voyez, produit des déformations assez linéaires et rigides qui ne sont tout à fait, sont parfois inadéquates avec le résultat qui est observé chez un patient en post-opératoire de façon réelle. Alors, l'objectif des travaux que j'ai pu mener avec les équipes que j'ai présentées sur la première diapo est bien de développer des logiciels mécaniques tridimensionnels patient-spécifiques pour simuler le résultat opératoire de façon réaliste et précise. Et j'aimerais maintenant, dans les 5 prochaines minutes, un petit peu rentrer dans le détail de ça, puisque c'est quand même une journée de recherche que nous menons aujourd'hui, pour vous parler des étapes nécessaires à la simulation du résultat. Eh bien, cette simulation repose sur des images scanner qui vont permettre une segmentation des images. On va voir à quoi ça correspond. Cette segmentation permet d'obtenir un modèle tridimensionnel de la tête. C'est donc l'étape de modélisation, obtenir un modèle sur lequel on va pouvoir travailler, faire ensuite une planification virtuelle du geste, c'est-à-dire déterminer quel geste il convient de faire. Est-ce qu'il faut déplacer le maxillaire? Est-ce qu'il faut déplacer la mandibule? Dans quel sens? De quelle amplitude? Est-ce qu'il faut faire des bascules asymétriques? Des choses comme ça. Et l'association de ces éléments permet effectivement d'obtenir, avec des moteurs de déformation mécanique, un modèle mécanique tridimensionnel qui sera le plus réaliste possible. Voyons un petit peu ces étapes de plus près. La segmentation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous savez que quand on fait une image scanner, contrairement à CBCT, on obtient des niveaux de gris et chaque voxel, en fait, a une densité qui correspond au tissu concerné. Le processus de segmentation, eh bien, c'est la partition d'une image numérique en zones homogènes qui permettent de séparer différentes composantes pour faciliter la visualisation. Et vous voyez que sur cette image en coupe, que certains d'entre nous analysent sans difficulté, eh bien, on peut, grâce à ce processus de segmentation et de reconstruction tridimensionnelle, obtenir des images avec un maillage surfacique tridimensionnel qui est bien plus éloquent et qui va pouvoir ensuite constituer les prémices de la modélisation faciale, donc de la simulation du résultat après prise en charge orthodontico-chirurgicale.
Cette segmentation automatique, en général, produit un maillage surfacique et une surface, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un volume pour pouvoir faire une simulation réaliste. Et cette simulation réaliste, eh bien, elle pourra entraîner des déformations qui simuleront celles des déformations de la peau. Alors, l'étape de planification, ensuite, eh bien, c'est simplement traduire mathématiquement les mouvements chirurgicaux dans les différents axes, autour des différents axes et selon certains vecteurs. La troisième étape, c'est la simulation, c'est-à-dire déformer le modèle de différentes façons pour en obtenir effectivement un résultat final. Alors, on peut utiliser différents modèles, des modèles géométriques, des modèles physiques. On connaît les modèles masse-ressort, les modèles d'éléments finis, ici les modèles code de maille que j'ai présentés. Moi, j'ai choisi dans mes travaux de recherche le modèle masse-ressort parce qu'ils sont relativement disponibles, ils sont adaptés pour une simulation temps réel sans demander trop de temps machine. Et grâce donc à ce modèle masse-ressort, eh bien, on peut implémenter un modèle volumique, un maillage volumique que vous voyez ici en rose. C'est ce masque facial qui est posé dans le tiers inférieur de la face et le tiers supérieur. Et on comprend par ce petit schéma ridicule à quel point normalement, si on simule par exemple ici le déplacement du maxillaire sur une simple image de surface, eh bien, on va obtenir une interpénétration des fragments. Mais le but du travail que nous avons fait de simulation, c'était de conférer un certain nombre de propriétés mécaniques à ce maillage volumique pour que, une fois qu'on déplace le maxillaire, eh bien, on obtienne une déformation réaliste des tissus. Et je vous présente ici une vidéo qui montre eh bien, le résultat d'un logiciel de recherche obtenu sur lequel on simule ici la découpe d'un maxillaire qu'on prévoit d'avancer pour corriger ici le recul du maxillaire chez ce patient qui entraîne un recul de la lèvre supérieure. Et on voit qu'en temps réel, en déplaçant ce maxillaire dans des conditions chirurgicales, on a non seulement un déplacement de la lèvre supérieure, mais un déplacement du nez. Et de façon identique, on a un glissement beaucoup plus réaliste des lèvres lorsqu'on recule la mandibule. Bien entendu, ce logiciel comprend une interface visuelle d'évaluation qui permet aussi d'évaluer la simulation de la précision qui, dans ce cas, était inférieure à 1 mm. Bien entendu, on peut une évaluation qualitative également sur des photographies réelles du patient et sur son profil simulé qui montre qu'en réalité, dans ce cas, on obtient une simulation qui est réaliste, temps réel, avec une précision inférieure à 1 mm, sachant que la précision d'1 mm, c'est la précision de la segmentation et c'est la précision également de la chirurgie. Tout ça avec une interface utilisateur intuitive et on comprend bien déjà à quel point, à ce niveau, on peut obtenir une information claire et loyale du patient qui est un préalable indispensable à sa prise en charge. Alors, comment améliorer le rendu de la simulation? Eh bien, on peut d'abord faire un texturage photographique. Ce sont des appareils déjà un petit peu désuets. Avec l'avènement du scanner surfacique LIDAR, mais on avait historiquement des appareils qui prenaient le visage de façon volumétrique selon différents points de vue. Et donc, on peut superposer une photographie digitale à une image scanner segmentée en plaquant effectivement cette texture cutanée sur ce modèle segmenté pour obtenir un visage hyper réaliste. Une autre voie pour améliorer la précision et le réalisme de la simulation, eh bien, c'est la multimodalité. Et nous avons mené un certain nombre de travaux sur les scanners optiques surfaciques, mais également sur la fusion multimodale, notamment du scanner du cone beam avec l'IRM, puisque vous le savez, si le cone beam et le scanner classique sont tout à fait appropriés pour analyser les tissus durs, c'est l'IRM qui va pouvoir permettre véritablement de bien identifier les structures molles telles que les muscles, la graisse et les nerfs. Et très probablement, l'avenir d'un modèle hyperréaliste viendra de la segmentation des éléments également mous, sachant que les algorithmes de segmentation sont bien plus performants à ce jour pour le scanner qu'ils ne le sont pour l'IRM, où ils en sont encore à leur stade débutant. Alors bien entendu, je vous ai montré un logiciel de recherche. Il existe sur le marché
un certain nombre de logiciels. Je vous représente ici Dolphin, qui est un logiciel assez connu, qui donne déjà, en termes d'information du patient, des informations extrêmement pertinentes et utilisables de façon instinctive, qui montrent l'effet qu'on peut obtenir sur le visage par les différents mouvements chirurgicaux osseux. Maintenant, on se rend compte un petit peu avec un œil affûté que c'est un petit peu du morphing photographique et que cette image, qui est une image flatteuse, utile pour la com, pour la communication, eh bien, ne permettra pas d'obtenir quelque chose de conforme en termes de résultats chirurgical. Ce que je dis toujours aux patients, c'est facile de faire de la chirurgie sur un logiciel, c'est plus délicat d'obtenir un résultat conforme avec des instruments réels, des plaques et des vis et des sections osseuses. Alors voici pour l'aspect simulation que nous avons évoqué un petit peu ici. L'autre élément clé dont je vous avais parlé, c'est le transfert au bloc opératoire, c'est-à-dire une fois qu'on a planifié le résultat, qu'on a proposé une simulation, eh bien comment on va augmenter les chances que le geste qu'on a planifié pourra être transféré de façon précise au bloc opératoire. En effet, une fois qu'on découpe le maxillaire, il se retrouve parfaitement mobile et il convient de l'aligner de façon optimale, de façon horizontale avec la ligne, le plan du regard, le plan bipupillaire. Il faut également aligner les mâchoires avec le milieu du visage, sachant que tout à chacun présente un certain degré d'asymétrie faciale. Cette symétrie faciale est très facile à évaluer chez un patient qui est assis en face de vous en consultation. Elle est beaucoup plus difficile à évaluer lors d'une intervention chirurgicale où le patient est intubé et puis son visage est recouvert par des chandes. Donc là, c'est beaucoup plus difficile et c'est pourquoi on a besoin de techniques, de stratégies pour faciliter le transfert au bloc opératoire. Alors, aujourd'hui, depuis quelques années, 5 ans, on va dire, il est d'usage relativement fréquent en chirurgie de faire appel à des guides de coupe et des plaques sur mesure. Donc je vous explique le principe ici. On voit ici ce patient qui présente une asymétrie faciale sévère avec une déviation de l'ensemble de la mandibule vers la gauche, la pointe du menton, mais également une obliquité du plan maxillaire. Eh bien, ce qu'on va faire pour aider le chirurgien, qui n'opère pas simplement au jugé, c'est qu'on va planifier les traits de découpe virtuellement sur ce modèle ici scanner tridimensionnel et on va générer informatiquement ces éléments, ces structures bleues qui sont des guides de coupe qui seront posés transitoirement sur le patient et vont guider l'instrument de découpe du chirurgien pour reproduire ce qu'il a planifié. Une fois que les découpes ont été réalisées, eh bien, on va informatiquement, par conception assistée par ordinateur, donc par impression 3D si vous voulez, produire non pas des plaques et des vis standards, mais des plaques sur mesure qui vont reproduire, dès lors qu'on les met en place, elles vont reproduire le mouvement qui a été planifié informatiquement. Et donc, c'est une méthode de transfert qui permet la garantie de la conformité entre ce qui est planifié et ce qui est effectivement réalisé. C'est-à-dire que le chirurgien, classiquement, plie les plaques lui-même pour réaliser un mouvement chirurgical. Et ici, les plaques sont pré-galbées, sont pré-pliées au bloc opératoire, en préopératoire, et elles sont utilisées sur mesure sans que le chirurgien ait à intervenir sur leur forme. Et on peut voir ici, par superposition, la conformité entre le résultat planifié et les résultats obtenus. Et on voit ici une simulation du résultat avec une superposition des tissus mous, donc le avant à gauche et le après à droite. Vous voyez ici sur cette diapositive, en particulier dans le cartouche en bas, une séquence sur la mandibule. Vous voyez le guide de coupe qui est un petit peu encombrant à gauche, qui est cette structure un petit peu maillée, qui était faite en titane et qui va permettre de réaliser une encoche osseuse. Ensuite, on dépose ce guide de coupe qui est aussi un guide de forage, puisqu'on voit que on va faire des pré-trous dans cette plaque qui vont permettre de positionner la plaque définitive que vous voyez sur la 3e image en bas à droite. Je peux vous montrer un exemple que j'ai traité personnellement pour simplement un petit déplacement du menton qui avait pour but d'éviter de léser le nerf alvéolaire inférieur. Vous voyez ici la planification de la pose du guide de coupe,
avec en rouge la découpe osseuse, l'ostéotomie planifiée, et puis ici les plaques définitives qui sont mises en place. On voit ici les images pendant l'opération, et on voit en bas la conformité entre ce qui a été virtuellement planifié à gauche et les véritables clichés radiographiques post-opératoires. Donc une grande précision qui permet un résultat optimisé dans le cas de la restauration du profil de cette patiente. L'autre alternative au transfert, eh bien, c'est la navigation. La navigation, c'est un élément qui moi, me séduit particulièrement, puisque elle fait partie de notre quotidien. On a tous des GPS maintenant, ça a commencé dans l'aviation avec les pilotes qui ont des instruments affichés dans leur ligne de vue, bien sûr certaines voitures avec les dispositifs de réalité augmentée. La problématique, effectivement, l'objectif c'est de guider le chirurgien pendant le geste opératoire, et il y a un certain nombre de contraintes d'ergonomie et de spécificité du patient, mais également de manœuvres en temps réel qui sont indispensables. On sait aussi que l'interface utilisateur est fondamentale, puisque elle va conditionner de façon primordiale la qualité du résultat. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, il y a différentes méthodes qui sont traditionnellement utilisables, il n'y a pas d'instrument qui est dédié pour la navigation en chirurgie maxillofaciale, mais il y a essentiellement des systèmes fondés sur un tracking optique qui sont relativement encombrants avec des marqueurs. Vous voyez ici, c'est ces boules qui sont placées sur le crâne du patient, mais il existe aussi, notamment utilisé en chirurgie viscérale, des dispositifs magnétiques qui font appel à des sondes. Alors c'est réputé avoir une précision légèrement inférieure, mais en termes d'ergonomie, c'est bien préférable, et nous avons développé et testé sur mannequin un tel système de guidage avec effectivement des sondes, vous voyez, qui permettent de suivre les mouvements de la tête, suivre les mouvements du maxillaire en temps réel, avec simplement ces petits spaghettis qui sont somme toute assez discrets. La question de l'interface, la question d'une interface par réalité augmentée, pour rendre le patient transparent, ça a un certain nombre de contraintes techniques et ça demande très probablement encore un petit peu de travail de recherche. On a utilisé un système de virtualité augmentée qui en fait va permettre d'afficher en temps réel les déplacements des mâchoires du patient, mais sur son image virtuelle. C'est pour ça qu'on parle de virtualité augmentée. Et nous avons développé une mire dédiée, dont vous voyez ici la démonstration sur un mannequin. Donc le mannequin représente le patient, il y a une sonde fixée sur sa mâchoire supérieure qui montre en temps réel le déplacement de cette mâchoire. Vous voyez sur l'écran qui est divisé en 4 zones, eh bien, on a planifié la zone cible qui est en turquoise ici, qui ne bouge pas, enfin qui bouge en même temps que le reste de la tête du patient. Donc c'est la position idéale du maxillaire. Et puis la position réelle du maxillaire qui est en rouge. Et on a attaché à cette position réelle du maxillaire cette mire, cette croix qui bouge en 3 dimensions. Et tout ça s'apparente un petit peu à un jeu vidéo parce que il s'agit d'aligner tout simplement la croix noire qui bouge avec les différents indicateurs colorés avec la croix blanche qui est en fond. Et lorsqu'on a aligné ces croix, eh bien les modèles simulés et les modèles réels sont également alignés, et c'est le garant de la conformité de ce qu'on a planifié avec ce qu'on a effectivement réalisé. Donc on voit ici une technique alternative à des guides de coupe sur mesure, c'est-à-dire une navigation qui permet également d'obtenir une conformité. L'avantage de ce système, c'est que bien, il est réutilisable, il nécessite bien sûr une imagerie patient spécifique, mais il est aussi adaptatif, c'est-à-dire que ça donne une indication au chirurgien, et si le chirurgien pense qu'il y a une erreur, il n'est pas obligé de le suivre. Tandis que les guides de coupe et les éléments faits sur mesure, eh bien, eux, ne sont pas du tout utilisables dès lors que le chirurgien considère que les informations sont erronées ou non optimales. Alors, quelles sont les perspectives? Eh bien, on entend beaucoup parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas le futur, c'est déjà le quotidien. L'intelligence artificielle peut intervenir en chirurgie orthognathique et dans le traitement des dysmorphoses au niveau de 4 éléments. L'aide diagnostique, c'est-à-dire la machine peut nous aider à dire, voilà, ce patient présente une classe 3, une mâchoire trop importante, un maxillaire trop hypotrophique, et donc c'est ça qu'il faut traiter, il faut faire un mouvement de temps. L'IA peut aider au plan de traitement tridimensionnel, c'est-à-dire avec une grande quantité de données, dire, bon ben voilà, dans 3000 cas de patients qui avaient une dysmorphose superposable à celle-ci, on a fait ce geste chirurgical. Ensuite, une aide dans la conception des dispositifs sur mesure, et puis dans le suivi post-thérapeutique.
Alors, il existe bien entendu un certain nombre de verrous. Il faut savoir que les GAFAM, donc les gros groupes informatiques, eh bien, sont très intéressés par ces technologies et brassent une quantité de photos sur les réseaux sociaux de tout à chacun extrêmement faramineuse et peut les exploiter pour, de façon vertueuse pour optimiser la modélisation faciale. On sait que l'intelligence artificielle est déjà bien connue par les orthodontistes qui l'utilisent en pratique quotidienne, par exemple par les systèmes d'aligneurs mentionnés ici qui vont planifier une occlusion idéale et faire par rétro-engineering des gouttières dentaires qui permettent d'aligner les dents. La modélisation et la simulation faciale présentent aussi un certain nombre de perspectives visant à avoir un modèle hyper réaliste des tissus mous, visant aussi à reproduire la dynamique faciale, puisque tout ce qu'on a montré, c'est l'aspect du visage de façon statique, mais un visage, ce n'est pas seulement quelque chose de figé, c'est quelque chose qui parle, qui respire, qui sourit, et donc de pouvoir simuler tout ça, eh bien c'est fondamental, l'aspect dynamique, la texture cutanée, on en a parlé, et puis on pourrait augmenter la précision également en ajoutant les artères et les nerfs. Alors, il existe un certain nombre de verrous qui sont listés ici. Il existe une concurrence, notamment par les Autrichiens, par les Suisses, qui, vous voyez ici, avaient une précision inférieure à ce qu'on avait dans notre prototype. Et les pistes de développement proviennent certainement de l'IRM, l'équipe d'Amiens et l'Institut Fairfax. Vous verrez des présentations aussi dans le restant de la journée. Eh bien, on travaille notamment sur l'IRM pour la segmentation des muscles faciaux. Et l'idée, c'est d'obtenir vraiment une segmentation non seulement des os, mais de chaque muscle qui fait l'expression du visage pour en avoir une représentation dynamique. Les perspectives ensuite dans la navigation opératoire, eh bien, c'est de fusionner la réalité augmentée, l'intelligence artificielle et puis des techniques mécaniques pour avoir vraiment un guidage optimisé pour assister le chirurgien qui préserve effectivement cette adaptabilité de l'intervention tout en optimisant une interface visuelle qui se doit d'être sans contact tout en affichant les vaisseaux et les nerfs. Les verrous sont listés ici, concurrence qui est extrême aussi, avec ici quelques publications des équipes asiatiques qui sont en pointe dans le domaine. Bien entendu, certaines pistes peuvent venir du tracking multimodal, faisant appel non seulement au système électromagnétique, mais également à la vidéo, à l'intelligence artificielle, à l'utilisation de nouvelles technologies, au maintien du segment osseux par des dispositifs mécaniques robotisés tels que le bras que vous voyez ici en vidéo que nous avons testé pour eh bien maintenir le maxillaire durant l'intervention. Et simplement pour terminer, eh bien voilà comment on peut projeter cette multimodalité de la navigation qui associerait un système de navigation, un élément porté sur la tête du chirurgien de réalité augmentée, et puis un dispositif mécanique qui permettrait l'intégration de ces systèmes pour effectivement une navigation optimisée. Ce projet montré ici, au bloc opératoire, sur un mannequin, rassurez-vous, il n'y aura pas de sang. On voit ici qu'on a superposé le modèle tridimensionnel où on a fait la planification. Ici, on a planifié la découpe du maxillaire qui est en vert et ça permet au chirurgien de suivre la découpe précisément, mais ça pourrait être aussi les vaisseaux et les nerfs qu'on affiche pour les éviter. Une gouttière ici qui permet de relier un bras et vous voyez la réalité augmentée qui permet d'afficher par une transition rouge-vert que la position planifiée est correctement obtenue. Vous voyez qu'ici, utilisation de plaques et de vis traditionnelles. Je crois que mon temps est arrivé à sa maturité. Il est temps pour moi de conclure sur ces quelques points. C'est que la recherche fondamentale dans tous les domaines, à la fois en biomécanique, en informatique et en ingénierie tissulaire, on l'a déjà vu, on va le voir dans le restant de la journée, se doit d'être en synergie avec la recherche clinique. Effectivement, la question du financement est une question centrale et pour ma part, il convient de faire des partenariats industriels pour pouvoir progresser dans cette recherche. Bien entendu, le deep learning et l'intelligence artificielle sont les défis de demain, mais déjà d'aujourd'hui. Et effectivement, cette synergie entre les différents aspects de la recherche, eh bien, s'intègre effectivement vers les étudiants qui sont les chercheurs de demain et bien entendu se fait pour le bénéfice des patients qui de façon ultime doivent pouvoir bénéficier au mieux de ces technologies pour leur information optimisée et pour un soin qui soit de standard ultime. Je vous remercie pour votre attention
Et si vous souhaitez approfondir, je vous renvoie à ces quelques publications sur lesquelles sont basée la présentation que je vous ai donnée aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci à vous pour cette présentation très, très complète, vraiment plus de panoramas de recherche chirurgicale qui sont extrêmement intéressantes. Vous avez le temps pour quelques questions? Oui. Très bien. Alors, donc il y en a en ligne, j'en ai moi aussi. Est-ce qu'il y en a dans le public, éventuellement des questions? Oui. Une. Alors, on vous passe le micro. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais savoir si vous avez comparé les résultats de votre logiciel avec les logiciels de morphing. Et est-ce que c'est effectivement cette variation d'1 millimètre en termes de résultat final qui fait que votre logiciel est plus performant que le morphing un petit peu grossier qu'on peut obtenir avec les autres logiciels? Je complète peut-être la question parce qu'il y en avait une ligne qui était: que prévoyez-vous pour vérifier la validité du modèle, enfin, voilà, en post-opératoire, et comment est-ce qu'on vérifie que le modèle, le mass ressort par exemple, effectivement est plus pertinent que le simple morphing par exemple? Ben, écoutez, on peut dire que c'est difficile de comparer avec les logiciels qui produisent un morphing. Pourquoi? Parce que ces logiciels, il faut déjà les avoir, donc il faut déjà les acquérir. C'est-à-dire que c'est des logiciels qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Donc il y a un enjeu simplement de budget. C'est-à-dire que s'il fallait tous les acquérir, ça ferait un budget énorme. Mais peut-être on peut en discuter avec la Fondation des maladies rares. Ensuite, c'est que le résultat, il est verrouillé. Si vous voulez, vous n'avez pas accès dans le logiciel commercial aux images. Vous avez le rendu, si vous voulez, mais vous pouvez pas forcément exporter le modèle et faire des superpositions. Alors on peut, c'est la deuxième partie de votre question, bien sûr, faire une évaluation de ses propres travaux. L'évaluation, là, elle a été faite sur quelques cas de patients. Bien sûr, il faudrait, dans le cadre de PHRC, par exemple, faire une cohorte de patients, appliquer ces simulations sur une cohorte, par exemple, de 100 patients. Et c'est le logiciel de recherche, si vous voulez, qui, dans la fonction d'évaluation que je vous avais présentée sur une diapo, permet d'obtenir des superpositions, en fait, du maillage volumique entre le maillage planifié, donc ce que la machine nous donne, et puis on fait un scanner ensuite post-opératoire du patient, on segmente de la même façon, et on va ensuite recaler les deux images, et on va faire une analyse à la fois qualitative et quantitative de tous les points de surface par différentes techniques, la mesure d'erreur distance à distance, surface à surface pondérée, point à point, et la machine donne l'erreur moyenne. Et c'est avec ça qu'on a obtenu l'erreur moyenne qui est inférieure à 1 millimètre. C'est par ces différentes techniques d'analyse d'erreur mathématique que sont la mesure de distance point à point à surface et point à surface pondérée. Donc l'évaluation de son propre logiciel, c'est quelque chose qui fait partie de la recherche, qui est automatique. L'évaluation des autres logiciels nécessite de pouvoir être en dur dans la machine, et vous comprenez bien que les industriels ne vont pas vous donner en général leur code source et vous permettre d'accéder au système d'évaluation de leur simulation. Merci beaucoup. Une question qu'on a reçue en ligne, c'est: proposez-vous parfois un accompagnement psychologique avant et éventuellement après l'intervention pour des gens qui craindraient particulièrement une modification de leur morphologie faciale, par exemple? Oui, alors encore une fois, moi je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas là de chirurgie esthétique, hein. C'est la chirurgie maxillofaciale. C'est donc une chirurgie qui est fonctionnelle, qui vise à restaurer effectivement l'anatomie et la physiologie de l'occlusion dentaire et de la manducation au sens large, mais effectivement, en restaurant la fonction, elle s'accompagne, cette restauration, de modifications morphologiques. Donc bien sûr, le patient doit être conscient et informé, c'est tout l'objet de la simulation. Mais il existe bien sûr toute une variété de cas entre des patients qui pourront essentiellement avoir un désordre d'ordre dentaire et occlusal avec peu de traduction morphologique, et à l'inverse, effectivement, un désordre dentaire minime, mais une dysmorphose au niveau squelettique. Alors, pour répondre précisément à votre question concernant l'accompagnement psychologique, exerçant au CHU pour ma part à Strasbourg, nous avons la chance d'avoir une psychologue qui est attachée au service, qui a quelques vacations par semaine. Probablement serait-il préférable qu'elle en ait davantage, puisque je crois qu'elle voit beaucoup de patients.
dans différents domaines des spécialités du service. Mais effectivement, l'accompagnement psychologique des patients est fondamental pour un résultat optimal du traitement. Bien entendu, il y a des profils à risque qui peuvent être identifiés en consultation préopératoire. On voit les patients assez longuement en consultation préopératoire, mais bien entendu, ces procédures prennent du temps. La chirurgie, c'est quand même une agression vis-à-vis des tissus, c'est quelque chose qui psychologiquement, c'est un stress psychologique intense qui convient de, bien sûr, prendre en compte et anticiper par des consultations psychologiques. La simulation n'est qu'un aspect des choses, et je pourrais aller un petit peu plus loin sur votre question. Une question qui est souvent évoquée, c'est voilà, est-ce que vous donnez une simulation en main au patient, une image de son visage imprimé? Il me semble que malgré l'intérêt que je peux porter à ces techniques-là, ce serait une erreur parce que il faut informer le patient, mais il ne faut pas non plus qu'il prenne le document et puis qu'il vous le présente ensuite en disant mais attendez, là je ne sais pas exactement comme vous avez planifié. Je pense que ça c'est un écueil, mais ça c'est plus j'ai envie de dire d'ordre philosophique. Il faut informer le patient, mais il ne faut pas non plus qu'il se fixe de façon ferme sur un aspect morphologique de son visage et de ses mâchoires. Oui, bien sûr, d'où l'intérêt, bien sûr, des explications préopératoires et d'un éventuel accompagnement s'il est nécessaire. Et je rebondis sur le fait que vous insistez, vous avez très bien montré, ces travaux sont vraiment très intéressants, sur le fait que ces outils de réalité augmentée, ils sont là aussi pour aider le chirurgien pendant l'intervention, et le caractère, ce qui est la supériorité par rapport au guide de coupe, c'est effectivement de pouvoir modifier le planning si besoin en préopératoire, puisque c'est évidemment l'opérateur qui a le dernier mot, si j'ose dire, hein, quelles que soient les prévisions qu'on peut être faites avant. Et alors, c'est une remarque personnelle, mais pour avoir travaillé un petit peu sur de la segmentation IRM des tissus mous il y a quelques années, alors avec une expérience infiniment inférieure à la vôtre, voilà, je constate qu'effectivement ça marche vraiment très bien maintenant. On fait des choses qui ont beaucoup progressé. Sur l'IRM, c'était beaucoup plus difficile. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Lutz dans la salle ou en ligne? Je regarde. Alors, je regarde, excusez-moi. Il n'y a pas d'autres questions dans l'amphi en tout cas. Écoutez, non, je crois que c'est tout pour l'instant. Merci encore, merci beaucoup, on est parfaitement dans les temps. Très bonne journée. Merci à vous pour votre attention et pour votre écoute. Excellente journée à vous tous. Merci beaucoup.